y a des questions que l'on porte pendant 15 ans avant de les poser. Isor de Vaunoy avait posé la sienne un soir d'octobre. Entre deux services, dans la salle à manger d'un domaine qu'elle avait appris à habiter sans jamais tout à fait y appartenir. Elle avait posé sa fourchette sur le bord de l'assiette, elle avait regardé son mari et elle avait prononcé les 7 mots. Armand de Vaunoy avait levé les yeux. Sa main s'était immobilisée sur le pied du verre. 1 seconde, 2, 3. Il avait ouvert la bouche, il l'avait refermée, il avait dit son prénom. Isor, avec la voix d'un homme qui cherche quelque chose qu'il a perdu depuis longtemps. Et puis, il s'était tu. Ce silence-là, Isor l'avait reconnu. Elle l'avait entendu pendant 15 ans sous toutes ses formes. Le silence du dîner, le silence du corridor, le silence du lit. Mais celui du soir d'octobre avait une texture différente. C'était le silence d'une réponse. Elle s'était levée. La salle à manger du domaine vaunois était grande pour 2 personnes. Les bougies brûlaient sur les candélabres de bronze. La nappe blanche était nette. Les verres étaient pleins. Armand était resté assis, la main toujours posée sur le pied du verre, les yeux fixés sur sa femme debout devant lui. Isor prit sa serviette, la plia soigneusement, la posa à côté de son assiette. Pas sur l'assiette, à côté. Ta pose fut suffisante, dit-elle. Armand ne bougea pas. Demain matin, 40 Vaunoy arrivent pour le baptême de Marthe Blanche. Isor s'arrêta 1 seconde, puis continua avec la même voix, ni haute ni basse, la voix de quelqu'un qui a réfléchi à ce qu'il allait dire. Je déciderai d'ici là si je reste pour la cérémonie ou si je pars ce soir. Elle sortit de la salle sans se retourner. Dans le corridor, à l'endroit où la lumière de la salle à manger ne portait plus, Marthe se tenait debout contre le mur. 12 ans, les cheveux encore défaits de la journée, les yeux grands dans le noir. Elle avait tout entendu. Isor s'arrêta devant elle, lui posa la main sur la joue 1 seconde et passa sans rien dire. Marthe regarda la porte de la salle à manger. Son père n'en sortit pas. Dans la salle à manger, Armand de Vaunoy resta seul à table, devant un verre plein qu'il ne but pas. La robe qu'Isor portait ce soir-là était vert profond, le vert d'une forêt en novembre. C'était la robe des fiançailles. Elle l'avait sortie de l'armoire ce matin-là, sans se demander pourquoi. Et ce n'est qu'en la boutonnant qu'elle avait compris qu'elle l'avait choisie exprès, pour voir s'il la reconnaîtrait. Il ne l'avait pas remarqué. 15 ans de mariage. Une fille de 12 ans qui observait depuis les corridors. Une famille de Berry qui arrivait dans quelques heures pour un baptême auquel on ne pouvait pas décommander Dieu. Et un homme assis seul devant un verre plein. Le soir des fiançailles, en 1811, il y avait eu une antichambre. Isor s'en souvenait avec la précision des choses qui ne s'effacent pas. La lumière jaune des bougies, le bruit des voix derrière la porte, les 12 cousins de Berry rassemblés dans le grand salon. Armand était sorti de la pièce depuis 10 minutes, quand la porte s'était rouverte. Il était blanc. Pas de la pâleur des gens qui ont froid, de la pâleur des gens qui viennent de faire quelque chose d'irréversible. Sa mère avait parlé, il avait répondu, les 12 cousins avaient entendu. Isor ne sut que plus tard les mots exacts. Ce soir-là, dans l'antichambre, elle vit seulement Armand de Vaunoy traverser la pièce vers elle. Et elle vit qu'il tremblait, légèrement, dans les mains, comme quelqu'un qui a retenu quelque chose trop longtemps. Il s'arrêta devant elle. Il ne dit rien. Il n'y avait rien à dire que ce qui venait d'être dit dans l'autre pièce. Isor posa la main sur sa manche. Pas sur la peau, sur le tissu de la veste, à la hauteur du poignet.
30 secondes. Ils ne parlèrent pas. Ce silence-là était plein. 15 ans plus tard, le même homme s'était tu pendant 3 secondes, et le silence était vide. Isor, dans sa chambre ce soir d'octobre, se demanda à quel moment exact l'un était devenu l'autre, et si elle avait regardé d'assez près pour le voir venir. Le lendemain matin, la cour du domaine était froide et grise, le gravier humide de la nuit. Isor était sorti de bonne heure, avant que la maison ne s'éveille vraiment, en tenue de route. Jupe sombre, bottines à lacets, les cheveux relevés sans ornement. Elle avait demandé au palefrenier de sceller la jument baie. Armand arriva dans la cour alors qu'elle vérifiait la sangle. Il s'approcha à distance raisonnable, comme on s'approche d'un animal qu'on ne veut pas effaroucher, et s'arrêta à 2 mètres. Isor continua ce qu'elle faisait. Isor. Elle ne se retourna pas tout de suite. Quand elle le fit, son visage était composé, pas fermé, pas en colère, mais composé, comme quelqu'un qui a décidé la veille au soir ce qu'il dirait ce matin. « Je voudrais te parler », dit Armand. « Je sais », dit Isor. Il y eut un silence. Armand ouvrit la bouche. « Pas maintenant », dit Isor avant qu'il parle. « Pas ici, pas en privé. » « Isor, tu as eu 15 ans, dit-elle. Sa voix ne monta pas. Elle le regarda avec les yeux de quelqu'un qui dit une chose précise, pas une chose cruelle. « Tu as eu 15 ans, et tu as eu 3 secondes hier soir. Aujourd'hui, ce n'est plus à moi d'écouter. C'est à toi de trouver à qui parler. » Armand la regarda. Il avait 44 ans, les tempes grisonnantes, le visage d'un homme habitué à se taire. Pas par froideur, mais par une habitude si ancienne qu'elle avait fini par ressembler à de la froideur. Il ne répondit pas. Isor remonta en selle et prit le chemin du lac au trot. Elle resta dehors 1 heure. Le lac était couvert d'une brume basse. Les peupliers le long du chemin avaient perdu leurs feuilles depuis 1 semaine. Et le bruit des sabots sur la terre battue était le seul son dans tout le domaine. Elle ne pensa pas. Ou plutôt, elle pensa à des choses concrètes. Combien de temps il faudrait pour atteindre Saintonge? Si Marthe prendrait sa boîte à dessin? Si sa mère serait surprise de la voir arriver avant la Toussaint? Quand elle revint dans la cour, les premières voitures étaient là. Hyacinthe de Vaunois descendit le premier, grand, la quarantaine, les manières de quelqu'un qui a grandi dans la même maison que l'autorité et n'en a jamais douté. Derrière lui, Aurore, sa femme, le visage fatigué du voyage mais les yeux vivants, et dans ses bras Marthe blanche, 2 mois, emmaillotée dans du blanc. D'autres voitures suivirent. En moins d'1 heure, la cour fut pleine de Vaunois, cousins de Berry, tante de province, enfants courant sur le gravier. La maison changea de son. Les corridors qui avaient été silencieux depuis 15 ans se remplirent de voix, de valises, de réclamations sur les chambres. Isor tint Marthe blanche, pendant qu'Aurore ôtait son manteau de voyage. Le bébé sentait le lait et la laine propre. Il ouvrit les yeux, regarda Isor avec l'attention sérieuse des très jeunes enfants et referma les yeux. La date du baptême était dans 24 heures. Le privé était désormais impossible. Le dîner du soir réunit 8 couverts dans la grande salle à manger. Les bougies des candélabres de bronze, la nappe blanche, les verres pleins, tout était comme la veille. Sauf qu'il y avait maintenant 6 personnes de plus entre Isor et Armand. Hyacinthe parlait facilement, avec l'aisance d'un homme qui n'a jamais eu à conquérir sa place dans une pièce. Il cita des noms de domaines. Montclair, les terres de l'Est, le procès de 1820, avec la fluidité de quelqu'un qui récite une carte géographique qu'il a mémorisée depuis l'enfance. Il rappela, sans le nommer directement, que les décisions de famille de 1816 avaient été prises dans l'intérêt de la lignée. Il sourit à Armand en disant cela.
Armand ne contredit pas une seule fois. Isor le regarda. Elle l'avait connu parler, pas souvent, mais avec précision, avec le poids de quelqu'un dont les mots comptent parce qu'ils sont rares. Ce soir-là, en présence de Hyacinthe, quelque chose se rétractait dans sa posture. Les épaules légèrement plus rentrées, la voix plus basse quand il répondait. Les silences entre les phrases plus longs qu'en tête à tête. Ce n'était pas de la déférence. C'était autre chose. Quelque chose de plus ancien, de plus profond que la politesse. Aurore demanda à Isor si Marthe aimait Saintonge. Elle n'y retourne pas assez souvent pour le savoir vraiment, dit Isor. Aurore demanda si la mère d'Isor était en bonne santé. Très bonne. Elle a 60 ans et elle monte encore à cheval. Aurore sourit. Votre père lui a transmis sa robustesse. Mon père lui transmettait beaucoup de choses, dit Isor. Elle prit une gorgée de vin. Il lui disait bonjour chaque matin devant les malades. Elle trouvait ça encombrant. Mais il continuait. La table continua à parler. Isor but peu et observa, en fin de soirée, dans le corridor montant aux chambres. La bougie d'Isor projetait des ombres mouvantes sur les murs. Elle entendit des pas derrière elle et se retourna. Marthe, en chemise de nuit, les pieds nus sur le plancher froid. « Tu vas te geler ?» dit Isor. « Tu vas partir ?» dit Marthe. Isor s'arrêta. Elle regarda sa fille, les yeux sérieux, le menton légèrement levé, la posture de quelqu'un qui a décidé de ne pas pleurer et qui tient. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» dit Isor. « Tu as ton visage de Saintonge, » dit Marthe. « Celui que tu as quand tu penses à partir. Je le connais depuis que j'ai 5 ans. » Isor prit le bras de sa fille et elles montèrent le reste de l'escalier ensemble, sans parler. Au palier, Isor s'arrêta. « Je ne t'ai pas dit que je partais. » Marthe répondit simplement « Non. Mais tu n'as pas dit que tu restais non plus. » Isor ne nia pas. Elle embrassa sa fille sur le front, la regarda entrer dans sa chambre et resta seule dans le corridor jusqu'à ce que la bougie commence à vaciller. Le lendemain matin, Isor sortit les malles du fond de l'armoire et commença à plier. Elle ne l'annonça à personne. Elle ne fit pas de bruit particulier. Elle mit les robes de voyage d'abord, puis les livres, puis les affaires de Marthe qu'elle alla chercher dans la chambre d'à côté sans frapper. Marthe était déjà levée, debout, devant sa propre malle ouverte. Isor s'arrêta dans l'encadrement de la porte. Marthe leva les yeux. « Je viens », dit-elle simplement. Pas de négociation, pas de larmes. Elle plia sa chemise de rechange avec le soin méthodique qu'elle avait hérité de son père pour les gestes pratiques et la posa dans la malle. Isor ne dit rien. Elle ressortit dans le corridor avec les affaires de Marthe. Armand était là. Il s'était arrêté au milieu du couloir, à 2 mètres, et il la regardait. Ce n'était pas le regard rapide et détourné des 3 dernières années, ce regard-là durait. Isor s'en rendit compte parce qu'elle compta, sans le vouloir. 1 seconde, 2, 3, 4. Le premier regard soutenu depuis longtemps. Il avait les affaires d'Isor dans les bras et les malles derrière elle dans la chambre ouverte, et il regardait sans rien dire. Isor ne s'arrêta pas. Elle passa devant lui, descendit l'escalier, posa les affaires de Marthe dans le vestibule. Au rez-de-chaussée, le petit salon était ouvert. Aurore y était assise avec Marthe Blanche, endormie contre son épaule, et Hyacinthe lisait dans le fauteuil, près de la fenêtre. Isor entra pour traverser vers la cuisine. « Madame de Vaunois. » Aurore leva les yeux. « J'avais une question à vous poser, si vous avez un moment. » Isor s'arrêta. « Pour la cérémonie demain, dit Aurore,
et sa voix avait la douceur de quelqu'un qui pèse ses mots. Nous n'avons pas encore choisi de marraine pour Marthe Blanche. Hyacinthe et moi avions pensé à vous, si vous acceptiez. Isor regarda Aurore. Elle regarda Marthe Blanche endormie, le petit poing fermé contre la joue. Elle dit « J'accepte ». Elle dit cela sans hésiter, sans regarder Hyacinthe qui était dans la pièce et qui avait entendu. Hyacinthe ne réagit pas. Il tourna la page de son livre. L'après-midi du 3e jour, Hyacinthe trouva Isor seul dans le petit salon. Il entra, referma la porte et ne s'assit pas tout de suite. Il resta debout près de la fenêtre, regardant la cour un moment. Puis il se tourna vers elle. « Je voudrais vous dire quelque chose, » dit-il. « Pas pour moi, pour Armand, et peut-être pour vous. » Isor posa son ouvrage. « Je vous écoute. » Hyacinthe parla pendant 5 minutes. Il ne fit pas de déclaration. Sa voix avait la précision de quelqu'un qui a réfléchi à ce qu'il allait dire pendant longtemps, peut-être des années. « Mon cousin a pris un risque une fois dans sa vie, » dit-il. « En 1811, devant ma mère et 12 d'entre nous, il a dit qu'il vous épouserait même s'il était déshérité. Vous vous souvenez de cette phrase? Tout le Berry s'en souvient. » Il marqua une pause. Ce que personne n'a vu, c'est ce qui s'est passé ensuite. Nous l'avons repris. Pas d'un coup, levier par levier, année après année. Une remarque sur les terres, une décision de famille où on l'a consulté trop tard pour qu'il puisse s'opposer, une invitation qu'on ne lui a pas envoyée et qu'il a laissée en dehors pendant 6 mois. Il ne l'a pas vue lui-même. C'est ce qui est difficile à lui dire. Isor ne bougea pas. « Si vous partez demain après le baptême, » dit Hyacinthe, « je vous escorterai jusqu'à Saintonge. Pas pour moi, pour que vous ne preniez pas la route avec une enfant de 12 ans sans escorte. » Il y eut un silence. « Et Armand ?» dit Isor. « En privé, il ne trouvera pas les mots. » Hyacinthe dit cela sans dureté. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. C'est une incapacité qui s'est installée si lentement qu'il ne la voit plus. En public, c'est différent. En public, soit il parle, soit il ne parle pas. Et dans les 2 cas, ce sera vrai. Isor regarda la fenêtre. Dehors, le gravier de la cour était gris sous le ciel couvert. Elle ne dit rien pendant un long moment. Puis quelque chose céda dans sa gorge. Pas beaucoup, juste assez. Elle ne se détourna pas, elle ne porta pas la main à son visage. Elle pleura 30 secondes devant Hyacinthe, sans honte, sans s'excuser, avec les larmes de quelqu'un dont les bras ont tenu trop longtemps un poids invisible et qui n'en peuvent plus. Hyacinthe attendit. Il ne dit rien. Puis Isor s'essuya les yeux, avec le revers du poignet, le geste pratique de la fille du médecin, pas l'effacement délicat de l'aristocrate, et se leva. « Merci, » dit-elle. Elle sortit du petit salon. Elle monta au cabinet d'Armand pour chercher de l'encre. La pièce était petite, orientée au nord, avec un pupitre en chêne sombre sous la fenêtre et des étagères de livres sur 3 murs. L'encre était dans le tiroir de gauche. Isor ouvrit le tiroir, trouva l'encrier et allait ressortir quand elle vit le volume posé sur le pupitre. Un ronsard. La reliure était ancienne, le cuir brun usé au coin. Isor posa l'encrier sur le pupitre. Elle ouvrit le livre. Les marges étaient couvertes d'annotations. 3 encres distinctes. Elle le vit tout de suite. La première, noire et nette, en phrases entières, admirable. La résolution d'une vie dans un alexandrin. À lire à voix haute ce soir. L'écriture d'un homme de 20 ans qui découvre quelque chose. La date, dans le coin supérieur d'une page, 1811. La deuxième encre, plus pâle, les phrases plus courtes. 1816. Difficile. Possible encore. Puis juste. Non.
Puis, rien pendant plusieurs pages. La troisième encre, brune, presque sèche. 1825. Dans la marge d'un sonnet d'amour, un seul mot, impossible. Isor tourna les pages lentement. Elle cherchait le sonnet qu'il lui avait lu à voix haute le soir des fiançailles. Elle s'en souvenait encore, les mots et le rythme et la voix d'Armand, qui lisait comme quelqu'un qui lit pour lui-même et qui oublie qu'on l'écoute. Elle trouva la page. Dans la marge, tracée à l'encre de la semaine précédente, l'encre était encore légèrement plus brillante que les autres. Il n'y avait pas de mots. Juste une croix, petite, précise, comme une marque qu'on fait pour ne pas perdre sa place. Isor referma le volume. Elle le reposa à l'endroit exact où elle l'avait trouvé. Elle prit l'encrier et sortit du cabinet sans rien prendre d'autre. Dans l'escalier, elle s'arrêta une seconde, la main sur la rampe. Puis, elle décida. Elle ne partirait pas ce soir. Elle avait besoin d'une chose qu'elle n'avait pas encore, un acte public, un acte que 40 Vaunois verraient et dont ils se souviendraient. Elle avait été patiente pendant 15 ans. Elle pouvait l'être encore 24 heures. Ce soir-là, Isor entra dans la chambre de Marthe et s'assit sur le bord du lit. « Nous partons après le baptême demain, » dit-elle. « Toi et moi pour Saintonge. » Marthe réfléchit une seconde. « Je sais. » Isor la regarda. « Tu sais ? » « J'avais déjà fait ma malle, » dit Marthe. Elle haussa légèrement les épaules. « Depuis avant-hier. » Isor resta assise un moment sur le lit de sa fille, dans le silence de la chambre, et ne sut pas si ce qu'elle ressentait était de la tristesse ou quelque chose de plus compliqué que la tristesse. Elle embrassa Marthe et éteignit la bougie. Cette nuit-là, Isor traversait le corridor vers sa chambre quand Armand sortit du sien. Ils s'arrêtèrent, l'un en face de l'autre, à 1 mètre de distance, dans le noir, presque complet. La seule lumière venait du bas de l'escalier. Armand parla le premier. « Si tu as quelque chose à m'entendre dire, je peux le dire maintenant. » Isor le regarda dans l'obscurité. Elle vit ses mains, immobiles le long du corps. Elle vit qu'il avait les yeux ouverts et qu'il ne les détournait pas. Elle ouvrit la porte de sa chambre et entra. Elle ferma la porte derrière elle, sans violence, sans hâte. Elle s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre, dans le noir, et attendit que sa respiration reprenne son rythme ordinaire. Le matin du 4e jour, Armand entra dans le petit salon avant le petit déjeuner. Le ronsard était sur son pupitre habituel, mais déplacé de quelques centimètres vers la gauche. Armand s'arrêta devant le pupitre. Il regarda le livre. Il ne l'ouvrit pas. Il posa la main dessus, 1 seconde, puis la retira. Elle avait vu. Il alla boire son café debout dans la cuisine, seul, avant que la maison ne se réveille. Dans la cour, 1 heure plus tard, les voitures se préparaient pour la chapelle. Isor sortit la première, le manteau boutonné, les gants déjà enfilés. Armand l'arrêta d'un doigt posé sur la manche, à la hauteur du poignet. 3 secondes. Il dit son prénom. Isor. Il chercha la suite. Il ouvrit la bouche, et le silence revint. La même suspension, le même vide de 3 secondes qui avait tout commencé. Isor passa. Hyacinthe croisa Armand devant la porte de la chapelle, à l'écart des autres. Aurore et moi avons demandé à Isor d'être marraine, dit-il. Sa voix était basse, sans jugement. Elle a accepté, pas pour nous, pour te donner une dernière scène où tu peux choisir. Il regarda son cousin. Utilise-la. Armand ne répondit pas. Dans la sacristie, tante Aglaé attendait. 72 ans, la doyenne des Vaunois, le dos droit et les mains croisées sur son livre de messe. Elle regarda Armand entrer et dit une seule phrase. « Si tu ne parles pas aujourd'hui, ne parle plus jamais, ce sera plus digne. »
Elle ouvrit son livre et ne dit plus rien. La chapelle du Berry était petite, en pierre grise, à 500 mètres du domaine, sur un chemin bordé de chênes. La cérémonie avait duré 40 minutes. Les fonds baptismaux étaient au centre. La lumière entrait par les vitraux étroits, et 40 vaunuilles s'étaient disposées en demi-cercle autour du prêtre, avec la régularité naturelle des familles qui ont pratiqué les cérémonies pendant des générations. Isor avait tenu Marthe Blanche pendant le baptême. Le bébé n'avait pas pleuré. Elle avait regardé le plafond de la chapelle avec ses grands yeux sérieux, comme si elle examinait quelque chose que les adultes ne voyaient pas. Quand le prêtre eut terminé, l'assemblée commença à se défaire lentement. Les conversations reprirent à voix basse, les enfants bougèrent. Isor resta immobile, Marthe Blanche dans les bras. Puis, elle s'avança d'un pas. Le mouvement était petit, un seul pas vers le centre de la travée, mais quelque chose dans la façon dont elle le fit taire les conversations autour d'elle, une par une, comme des bougies qu'on souffle. Isor rendit l'enfant à Aurore. Elle se retourna vers l'assemblée. « Et que je veux dire quelque chose. » Sa voix portait dans la chapelle. Pas parce qu'elle criait, parce que la pierre portait, et parce que personne ne parlait plus. « Je pars cet après-midi avec ma fille pour Saintonge. » Elle dit cela simplement, comme on annonce un départ prévu. Ce que je viens de faire ici, tenir cet enfant, lui donner mon nom de marraine, c'est le dernier acte que j'accomplis sous le nom de Vaunois. Personne ne bougea. Dans le demi-cercle des 40, Hyacinthe regardait droit devant lui. Aurore tenait Marthe Blanche contre elle. Tante Aglaé avait les mains croisées sur son livre de messe, le visage fermé et attentif. Marthe, à 12 ans, se tenait près de la porte. Elle regardait son père. Armand était à 3 mètres dans la travée centrale. Il n'avait pas bougé depuis qu'Isor avait commencé à parler. Isor se tourna vers lui. En 1811, dans la maison de ta mère, devant 12 cousins, tu as dit une phrase. Elle ne haussait pas la voix. Elle parlait à lui. Mais la chapelle entendait. Tu m'as épousé sur cette phrase. J'ai cru pendant 15 ans que l'homme de cette phrase était encore là, que le silence venait de quelque chose que je ne comprenais pas, et qu'un jour tu me l'expliquerais. Elle s'arrêta. Je ne te demande pas de me dire que tu m'aimes. Sa voix ne tremblait pas. Je te demande de dire une phrase vraie, la tienne, devant les 40 personnes qui sont dans cette chapelle. Une seule. Si tu parles, je reste jusqu'à demain pour que nous parlions. Si tu ne parles pas, je pars à 1h. Le silence dans la chapelle avait la texture du silence des grands espaces de pierre. Total, sans écho, comme si la chapelle elle-même attendait. Armand ferma les yeux. Il les garda fermés 3 secondes. Puis, il les rouvrit. Quand il parla, sa voix était basse, mais la chapelle portait, et tous les 40 entendirent. « En 1810, dit-il, il y avait une femme qui s'appelait Célimène de Bourg-l'Évêque. J'avais 20 ans. Je lui ai dit que je l'aimais. Il s'arrêta. Elle est pestée, elle est morte de la petite vérole 2 semaines après. Personne ne bougea dans l'assemblée. En 1815, continua Armand, j'ai écrit une lettre, à toi. Il regardait Isor. Je l'ai confiée à Joseph, notre palefrenier, pour qu'il la porte à Saintonge. La lettre n'est jamais arrivée. Joseph s'est pendu 1 an plus tard, de honte. Isor ne savait pas. Elle n'avait rien su. Son visage ne changea pas, mais quelque chose dans ses yeux changea. La compréhension d'une chose qu'on n'attendait pas. Depuis 1810, dit Armand, et sa voix était toujours basse, mais ne vacillait pas. J'ai cru que dire invoquait la perte. Que la parole était une façon de perdre ce qu'on nomme, et que l'écriture était une façon de trahir ce qu'on confie. Il fit une pause.
Je me suis tu pour te garder. » Il s'arrêta encore. Les 40 Vonoï attendaient. « Me taire était la 3e façon de te perdre, » dit-il. C'était la seule que j'étais en train de réussir. Sa voix ne cassa pas sur ces mots. Ce fut autre chose qui céda, quelque chose dans le visage, dans les yeux, quelque chose que 40 personnes virent et que la plupart d'entre elles ne virent qu'une fois dans leur vie sur le visage d'un homme. Armand de Vaunois pleura, brièvement, une seule fois, sans cacher son visage. La première fois de sa vie, devant témoins. « J'aime Isor d'Arnaud depuis 1811, dit-il. Il dit cela à l'Assemblée qu'il avait repris année après année, levier par levier. Il le dit comme on plante un drapeau dans une terre qu'on a failli perdre. Le silence dura 2 secondes. Puis, Isor s'avança. Elle ne prononça pas le mot pardon. Elle n'avait pas décidé de pardonner, pas en 3 minutes, pas après 15 ans. Mais elle s'avança jusqu'à lui, s'arrêta à un pas et tendit la main. Armand la prit. 8 secondes, les mains jointes au centre de la travée, devant 40 témoins. Tante Aglaé dit quelque chose, une formule, une remarque à sa voisine. Et la main d'Isor ne se défait pas. Du côté de la porte, Marthe s'approcha de son père. Elle attendit qu'il la regarde. « Tu ne l'avais jamais dit devant moi, » dit-elle. Armand la regarda. « Non. » Marthe hocha la tête. « Merci. » Elle sortit de la chapelle dans la lumière d'octobre, et les autres la suivirent. L'assemblée sortit lentement, par groupes, dans le bruit reprenant des conversations et des bottines sur les dalles. Hyacinthe passa devant Armand et Isor sans s'arrêter. Mais il posa la main sur l'épaule de son cousin 1 seconde, pas plus, et continua. Tante Aglaé fut la dernière à sortir. Elle referma la porte de la chapelle de l'intérieur. Les 2 bougies des chandeliers latéraux brûlaient encore. La lumière dans la chapelle était dorée et froide à la fois. La lumière des fins d'après-midi d'octobre qui durent peu. Isor lâcha la main d'Armand. Elle fit un pas en arrière et le regarda. Pas avec l'intensité du dîner du premier soir, pas avec la distance des 3 dernières années, mais avec les yeux de quelqu'un qui regarde quelqu'un qu'elle reconnaît. « Embrasse-moi, » dit-elle. Sa voix était basse, pas comme on embrasse après 15 ans, comme la première fois. Armand s'avança. Le baiser fut lent. Les yeux d'Isor restèrent ouverts au début. Elle le regarda de près, à la distance où les visages deviennent flous, et puis ses yeux se fermèrent. 60 secondes. La chapelle était silencieuse autour d'eux. Les bougies brûlaient. Le froid de la pierre montait des dalles. 60 secondes, où rien d'autre n'existait que ce qui avait failli ne jamais arriver. Quand ils sortirent de la chapelle, ils marchèrent côte à côte. Pas main dans la main, côte à côte, avec le centimètre d'air entre eux que les gens qui apprennent à se retrouver gardent le temps d'apprendre. Dans la cour du domaine, les 40 Vaunois attendaient, dispersés en petits groupes, les voix basses dans l'air froid. Tante Aglaé les vit arriver. Elle hocha la tête une fois. Ce fut tout. 2 jours après la cérémonie, Isor entra dans le petit salon et trouva le volume de Ronsard posé sur son propre pupitre à elle. Pas celui d'Armand, le sien. Celui où elle posait ses lettres à sa mère. Elle l'ouvrit à la page du sonnet des fiançailles. Sous la croix fraîche, tracée à l'encre de la veille, Armand avait ajouté 7 mots. Lu à voix haute, 16 octobre 1828, à midi, chapelle du Berry. Isor prit la plume. Elle écrivit en dessous, dans son écriture à elle, nette, sans fioriture, l'écriture de la fille du médecin. Entendu. Elle reposa le volume. 15 jours plus tard, la cour du domaine d'Arnaud à Saintonge était dans la lumière de novembre. Les platanes presque dépouillés, les pierres de la façade plus claires que celles du Berry.
La mère d'Isor était sur le seuil quand le cheval entra dans la cour. Un homme seul, sans domestique, qui descendit de selle avec les gestes de quelqu'un qui a fait une longue route. La mère d'Isor le regarda descendre. Elle connaissait ce visage. Elle ne l'avait pas vu depuis 1811, mais elle le connaissait. Elle ne dit rien. Elle hocha la tête. La porte de la maison s'ouvrit. Marthe apparut dans l'encadrement et derrière elle, dans la lumière intérieure de la maison, Isor. Armand de Vaunois était venu à Saintonge, la première fois depuis le jour des fiançailles, 17 ans plus tôt. Il avait fait le chemin jusqu'ici. Ce n'était pas rien.